chose est en train de m'arriver. J'ignore s'il s'agit d'un simple changement d'humeur ou d'une mutation plus essentielle. Ce n'est plus moi en particulier qui veut ou doit faire telle ou telle chose. À s'accorder tant d'importance à soi-même, à s'agiter et à se débattre, on passe à côté de ce grand, de ce puissant et éternel courant qu'est la vie. L'essentiel est d'être à l'écoute de son rythme propre, d'essayer de vivre en le respectant, d'être à l'écoute de ce qui monte de soi. Nos actes ne sont bien souvent qu'imitations, devoirs supposés ou représentations erronées de ce que doit être un être humain. Or, la seule vraie certitude ne peut venir que des sources qui bouillonnent au plus profond de nous-mêmes. Je le dis en cet instant avec beaucoup d'humilité, de gratitude. Et je le pense profondément. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci d'accepter de partager sur ce feu qui t'anime et sur ce personnage qui est peut-être pas juste un personnage pour toi. Et tu as monté le spectacle d'Etty Hillesum autour de son journal, qui est une figure de liberté intérieure au cœur des camps de concentration et qui t'anime. Et quand tu en parles, quand tu la joues, tu es cette Etty. C'est ce qui nous a touchés en tout cas. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as pu transcender et communier avec Etty Hillesum à travers ses écrits t'aide à traverser cette période que nous traversons et dans ta vie de tous les jours? Je te disais tout à l'heure qu'en fait, c'est elle qui se rappelle à moi. Parce que de temps en temps, souvent en fait, je l'oublie. Ou je me dis, bon, voilà, c'est la vie d'Etty et moi je vis ma vie. Et en fait, très régulièrement, parce que je l'ai joué, parce que plein d'événements de ma vie m'y ramènent, et ben son journal est là et me dit viens voir, parce que là c'est pas pour rien si je suis venue te chercher, et il y a certainement quelque chose que tu es venu apprendre chez moi que tu dois communiquer aujourd'hui. Alors ce matin par exemple, j'ai ouvert le journal et elle disait que sa façon que le fait d'avoir pu lire en elle-même, ça lui permettait aujourd'hui de pouvoir... Enfin, aujourd'hui, elle est là encore, mais du coup, que ça lui avait permis, au moment des camps, de pouvoir lire les autres et de pouvoir les accompagner dans cette période difficile. Et je sens qu'en fait, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de pouvoir traverser cette période difficile en n'étant pas désespéré, en tirant le fil de lumière. Et voilà, et du coup, dès que j'oublie ça un peu, je vais chercher, et je me dis, oui, elle tire le fil de lumière, et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est très sincère, elle cherche pas à plaquer une lumière comme ça, je vais bien, et c'est formidable. Non, elle est toujours très honnête avec ce qu'elle traverse. Et ce qu'elle traverse, c'est des grandes dépressions, c'est des grandes tristesses, c'est des grandes interrogations, mais elle les accepte, elle les prend en elle, et après ok, mais là-dedans, qu'est-ce que je choisis? C'est comme, j'ai l'impression, un tamis, en fait. Je traverse tout un tas de choses, mais à l'intérieur, il y a une pépite, à l'intérieur, il y a de l'or, et elle est toujours en recherche de ça. Alors voilà, je me dis que c'est modestement mon travail, et puis que je pense que c'est le travail de chacun. Et justement, dans ton travail, à la fois tu joues, tu mets en scène et tu accompagnes aussi les personnes avec
la dramatothérapie, avec tout ce qui t'anime, toi. Comment est-ce que tu réalises cette alchimie entre ce que tu joues, ce que tu es, et le personnage dans lequel certains sont peut-être coincés? Comment est-ce que tu les aides? Je pense que vraiment pour moi le fil c'est la sincérité. J'ai été amenée en fait, donc au départ j'ai fait une école de théâtre, voilà, je voulais jouer, je savais pas quoi mais je voulais jouer. À l'école de théâtre j'étais très touchée par les textes de Claudel, parce que le directeur de mon école de théâtre c'est Claude Mathieu, que c'était un fan de Claudel, mais à ce moment-là j'étais pas tellement sur un versant spirituel ou... Mais par contre, je savais que voilà, en lisant ce texte-là, il se passait quelque chose. Déjà, la langue était magnifique. Et puis, j'ai compris ça plus tard, que il y a une autre quête derrière, mais ça, je voulais pas tellement me l'avouer, quoi. Donc, j'ai joué. Et puis, mais je crois que dans le fond, c'est toujours ça que j'ai cherché en jouant. C'est de toucher cet espace-là, c'est de toucher... comme un sanctuaire, un espace infini, en fait, qu'on comprend pas, mais qui... Oui, une source profonde. Je savais pas vraiment ce que je cherchais. Mais du coup, quand je suis tombée sur les mots d'Etty qui disaient je sais pas ce que je cherche, mais je le cherche, et c'est comme si elle avait cheminé progressivement avec moi, et que de plus en plus, je suis en train de réaliser que ce que je cherche, c'est ce que j'ai aussi à transmettre. Et donc j'ai joué, et puis à un moment donné, il y a Etty qui est arrivée dans ma vie. Finalement, au moment où j'ai joué Etty, je n'ai joué pratiquement plus que elle. Et puis je me suis autorisée à ce moment-là. Une fois que j'avais joué Etty, c'était comme voilà, c'est ça. C'était ça que je devais faire, c'était ça que je voulais faire, c'était un message comme ça que je voulais transmettre. Donc j'étais un peu moins dans la nécessité de vouloir dire quelque chose sur un plateau. Et il y avait la mise en scène. Je me suis autorisée à un moment donné à me dire ok, la mise en scène, et je pense pour faire passer des messages comme ça, en tout cas, un jour, moi, il y a un spectacle qui m'avait brûlé le cœur, qui était Incendie de Wajdi Mouawad. Et à la fin, tout le monde était debout dans la salle pendant 20 minutes en train de pleurer parce que c'était un message d'amour malgré l'horreur. Malgré ce qu'un être humain peut vivre de pire, il y avait un message d'amour qui était délivré à la fin, et de voir cette salle 20 minutes debout en larmes, je me suis dit mais moi c'est pour ça que je veux faire du théâtre, c'est ça. Et je savais pas, en fait, c'est pour ça que je voulais faire du théâtre, je ne savais pas quel message spirituel se cachait derrière ça, je le savais intuitivement, j'étais poussée vers ça, mais voilà, quand j'ai réalisé qu'en fait c'était ça. Alors, je sais pas comment dire, mais qu'en fait, c'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, voilà, je suis venue à la mise en scène pour ça. Et puis, au fur et à mesure, en faisant de la mise en scène, j'ai adoré être à cette place-là. J'adore être à cette place-là parce que c'est une place où je m'oublie. Et en fait, on est juste dans un projet commun. Il y a vraiment cette idée d'accompagner les autres, d'être en relation avec eux et de faire émerger une pensée, quelque chose qui va pouvoir illuminer les autres. Et j'adore être à cette place-là parce que je trouve que des fois, la place de comédien ou de comédienne, c'est très difficile de s'oublier à un moment donné et de pas dire tiens, c'est moi qu'on regarde. Donc la place de metteur en scène me va en tout cas très bien. Et puis dans la mise en scène, à un moment donné aussi, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller plus loin parce qu'on voit plein de choses quand on accompagne les gens sur un plateau. Et puis parce que moi-même, j'ai fait un travail sur moi, un travail via la dramathérapie, que j'ai découvert aussi par hasard, la dramathérapie ou le psychodrame. Et que c'est pour moi aussi un travail fabuleux d'émergence de soi. L'émergence de son soi véritable, de celui qu'on n'ose pas donner. Et donc en faisant ce travail-là et en le voyant faire par une thérapeute admirable qui s'appelle Sarah Serjevic, je me suis dit mais j'ai aussi envie de faire ça, j'ai aussi envie d'accompagner les gens à traverser leurs propres blessures. C'est-à-dire que des fois quand on joue au théâtre,
Et souvent, les comédiens, en fait, vont se servir de leurs propres blessures pour les transcender sans le dire et pour les offrir à un personnage. Et quelque chose aussi d'eux va se guérir à travers ça. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, ok, mais j'ai envie d'aller plus en direct aussi. Et des fois, ça suffit. Il y a des gens, ils ont juste besoin de jouer et ils n'ont pas envie de se raconter plus que ça. Mais en tout cas, pour moi, l'avoir fait, ce parcours-là, d'avoir été comédienne, d'avoir été metteur en scène, j'ai eu à un moment donné le besoin de dire, ok, mais toi, tes blessures, on va aller les regarder en direct. Et d'avoir fait ce travail-là, voilà, je transmets aussi ce travail-là. Ce qui explique que je travaille, je ne sais pas si on peut dire je travaille, mais je suis à plusieurs endroits. Des endroits qui te travaillent aussi. Oui, et qui me passionnent. Et c'est un chemin assez proche de celui d'Etty, qui a écrit vraiment son journal avec tout son voyage, son plongeon intérieur par sa thérapie aussi, quelque part. Et comment est-ce que toi, tu te sens à la fois proche et différente de Etty aujourd'hui? Je vais raconter en fait comment Etty m'est tombée dessus. Parce que effectivement, plus le temps avance et plus je me dis ah oui. Enfin, c'est comme pareil aussi la démarche d'écriture. Je me mets à écrire, je réalise que Etty en fait voulait être auteure et en même temps elle accompagnait aussi les gens. Alors je raconte comment j'ai rencontré Etty. J'étais en train de jouer un spectacle au Maroc. À ce moment-là, je réalisais un de mes rêves qui était jouer en voyageant avec une troupe et faire des spectacles engagés. Parce que du coup, je savais pas trop ce que je cherchais, mais au moins, je me disais, au moins, il faut que ce soit engagé, au moins, il faut que ça dise quelque chose. Et donc, j'avais eu la chance de rencontrer un directeur de troupe, Ralid Tamer, la compagnie Graines de Soleil, qui était vraiment dans une ouverture de conscience aussi, qui est d'aller chercher des gens de toutes les cultures et de toucher les cœurs et de délivrer un message, en fait. Donc, j'étais hyper heureuse de travailler avec ces gens-là. Et on travaillait sur un spectacle sur le monde du travail. C'était il y a 12 ans maintenant, donc ça fait un bout de temps. Et donc voilà, je suis au Maroc, tout va bien, je suis dans mon rêve, et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui est triste en moi. Et je pense que ce qui est triste, c'est ce que le spectacle veut transcender comme espérance. Et à ce moment-là, on était dans un spectacle assez sombre. Et comme, voilà, le travail de création, des fois, ça vient chercher. Donc, on était tous un peu aussi en train de lutter, quoi. Et il y avait une pause entre midi et 2, et j'avais amené dans ma valise le journal de Marc Vella. Je sais pas si tu connais. Oui, voilà. Oui, mais on le connaît bien à ciel ouvert. Et il vient régulièrement, il donne des stages, il donne des concerts. Oui, c'est un être merveilleux qui emmène son piano partout dans le monde, évidemment, oui. Donc voilà, donc Marc Vella, je raconterai un autre jour comment le livre de Marc Vella est arrivé dans ma valise. Et je sais plus lequel c'était de ces livres. Je crois que c'était Voyage avec la caravane amoureuse, je me souviens plus exactement du titre. Hein. Ouais, ça devait être la caravane amoureuse, voilà. Et donc, dans ce livre, il explique qu'il est parti avec toute sa troupe. Non, il est parti avec des gens qui ont postulé pour embrasser le monde et pour être en déclaration d'amour au monde. Et donc, j'étais en train de lire ce livre-là, et en même temps, il parle beaucoup de la faiblesse des uns et des autres, et de raconter à quel point, entre le rêve et la réalité, il y avait quand même un monde, et qu'il fallait, accepter et embrasser toutes nos failles, tout ce qu'on n'aime pas, et l'embrasser, c'est ça qui était merveilleusement beau. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle L'éloge de la fausse note. Et voilà, et ça me touchait de vouloir continuer à aimer à cet endroit-là, à l'endroit de la faille. Et donc je lisais son livre, je trouvais ça tellement beau. Et je me suis arrêtée à ce moment-là, et j'avais mon petit carnet, j'ai dit, mais moi, vraiment, le prochain spectacle que je veux jouer, mais c'est cette parole-là que je veux délivrer, c'est ça que je veux dire sur scène. Et je l'écris sur mon carnet. Et puis, au moment où j'écris ça sur mon carnet, je replonge mes yeux dans le livre de Marc Vella, et
je vois, c'est comme les écrits d'Etty Hillesum. À ce moment-là, la radio dit être citoyen du monde, et ça fait quelque chose. Et je me dis, quand je rentre à Paris, il faut que j'aille chercher ce journal-là. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Donc je referme le livre, je continue mes répétitions, on rentre à Paris, et puis voilà, je vais chercher ce journal. Parce que c'est qui cette femme qui a écrit dans l'horreur et qui apparemment, dans l'horreur, arrive à dire on peut continuer à aimer, on peut continuer à trouver la vie belle. Alors je vais chercher son journal à la librairie. Et à la librairie, je demande, on me tend le journal. Déjà, je vois sa photo et je me dis, oh tiens, il y a un vague air de ressemblance. Et je retourne le journal et je dis à la libraire, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Non mais, elle serait morte un 30 novembre et moi je suis née un 30 novembre. Et du coup, alors ça avait l'air de rien, mais pour moi c'était énorme parce que, je sais pas, c'est comme voilà des espèces d'intuitions fulgurantes qu'on a et que j'avais eues à ce moment-là quand je lisais le livre de Marc Vella, et cette histoire de date de naissance, de date de mort, il y a quelque chose. Et donc, je commence à lire la première page du journal, donc je la connais pas, mais je sais déjà que ça va être mon travail. Je sais déjà que je dois adapter son journal. Donc en fait, je commence la première page déjà en soulignant, je la connais même pas, quoi. Mais en même temps, quand je lis les premières lignes, c'est une évidence. C'est une évidence que je la connais, que je vais la comprendre, que tout ce chaos, il me parle parce que je me sens tellement proche d'elle en fait, et que voilà, c'est une amie, c'est une sœur, donc c'est parti. Je commence à surligner, voilà, sans même savoir où ça va. Je n'ai même pas lu, je suis là, ouais, je sais qu'on doit travailler ensemble. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et du coup, je ne sais plus c'était quoi ta question. C'était ça. Ah oui, pourquoi voilà, le lien avec... Oui, ta relation avec Etty et comment vous vous êtes rencontrés, comment elle t'a rencontré, comment tu l'as rencontrée et comment tu te sens avec elle, par rapport à elle, et comment elle t'aide à cheminer. Voilà. Et comment toi, tu l'aides aussi à s'incarner aujourd'hui. Donc du coup, c'est qu'en fait, il y avait quand même un effet de surprise là-dedans, puisque il y avait une intuition, mais j'avais même pas lu son journal avant. Déjà, je décidais quelque chose, en fait. Donc j'y suis allée, c'est-à-dire que autant elle me parlait beaucoup dans la première partie, autant la deuxième partie, c'était quelque chose que je cherchais, mais que j'osais pas m'avouer. J'étais allée en Inde juste après mon école de théâtre. Et j'avais été très touchée. J'étais allée en Inde parce que j'avais vu un spectacle sur Alexandra Davinil et que du coup, je me disais mais moi, je veux aller voir ce qui se passe là-bas. Et quand j'étais allée en Inde, c'est vrai que c'est une terre spirituelle, en tout cas il y a 15 ans, parce que maintenant ça fait un bout de temps, mais c'est une terre qui porte autre chose. Et donc j'avais été comme ça, touchée par plein de moments, mais ça m'effrayait. J'étais là... C'était comme si, mais ah bon, alors peut-être Dieu existe, quoi. Et j'avais comme ça, il se passait des choses incroyables, des coïncidences folles, mais ça m'effrayait. Donc je refermais le livre et puis voilà. Et donc du coup, Etty, première partie, foisonnement, chaos, amour, ça part dans tous les sens. Donc dans cette partie-là, je me sens assez à l'aise et je me dis, je vais pouvoir lui rendre grâce, il n'y a pas de souci, je vais savoir de quoi je parle. Et puis, deuxième partie, ça me touche puisque c'est ce que je cherchais. Mais ça me touche, mais moi, je me sens pas du tout... c'est pas que je me sens pas du tout, c'est que je suis là, génial, elle est arrivée là-bas. Je vais lui rendre service en l'interprétant, mais c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, c'est quelque chose que je voudrais. C'est une chose à laquelle j'aspire, mais voilà, j'en suis là. Donc pendant un certain temps, quand on commence, il faudra que je raconte après ce qui s'est passé avec le metteur en scène, etc. Mais
Quand je commence à jouer Etty, plein de gens viennent me voir en me disant oh, « c'est fou, vous êtes Etty ». Je suis là « d'accord, très bien ». Enfin non, je suis pas Etty, mais... Et puis ils veulent tous savoir si j'ai vécu une révélation. Et je suis là, je suis vraiment tellement triste pour eux, je veux pas les décevoir. Je dis bah non, en fait, moi je suis juste un canal pour elles, mais je suis beaucoup plus proche de Etty de la première partie que dans la deuxième. Donc voilà, on m'invite et c'est ce que je dis. Et je sens que je déçois vraiment les gens, ils voudraient rencontrer Etty. Je suis, je suis désolée, moi j'en suis que là. Hein. Donc voilà. Mais quand je dis j'en suis que là, et ben Etty, elle lâche pas. Donc j'ai joué ce spectacle pendant longtemps. Et la dernière fois que je l'ai joué, ça devait être la dernière fois. Et j'ai été amenée à faire une rencontre. Donc, on pourrait dire comme... Je sais pas comment on pourrait dire ça, une sorte d'enseignant spirituel, un peu à la façon de Etty. Qui du coup m'a fait dire... Et puis en plus, du coup, cette rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'Etty. Puisque donc cette... je sais pas comment... Parce que après, je peux pas tout raconter. Je sais pas comment... je peux pas l'appeler, cet enseignant spirituel entend parler de moi par rapport à ce spectacle. Je suis en quête à ce moment-là, mais Etty, moi, j'y pense plus, quoi. Enfin, voilà, c'est un spectacle. Je pense à Marie-Madeleine à ce moment-là. C'est elle qui m'interroge, sans voir le lien évident entre Marie-Madeleine et Etty. Et donc, je rencontre cet homme-là qui me dit « Je pense que Etty n'est pas arrivée dans ta vie par hasard ». Je suis « Ah oui, oui, d'accord, d'accord ». Et du coup, je fais une sorte de traversée à ma façon. Après, on peut dire que j'ai projeté plein de choses, mais enfin, pour moi, j'étais là... Ah. Ouais, une traversée de ce qu'a pu éprouver Etty. Dans l'amour qu'on peut éprouver pour quelqu'un, et dans ce travail de dépossession, pour faire place à autre chose, en fait, à un amour plus grand. Et d'ailleurs, souvent, cet homme-là me disait « c'est un autre amour que tu cherches. C'est pas celui auquel tu crois et qui est cet amour terrestre que tu veux attraper et posséder. C'est un autre amour que tu cherches. » Et ça, je voulais pas l'entendre. Ça me plaît pas du tout. Exactement comme Etty. Et je me disais, c'est dingue. Et quand j'ai rejoué donc du coup ce spectacle en train de vivre moi-même toute cette expérience, et je me disais, ah, c'est incroyable. Alors c'est 10 ans de cheminement, hein, parce que du coup, mais au bout de 10 ans, je suis là, c'est pas fini le travail, quoi, c'est pas fini. Et le metteur en scène disait à chaque fois, c'est extraordinaire, parce que j'en peux plus de ce spectacle, tu l'as joué, je sais pas, 150 fois, mais à chaque fois que tu le rejoues, je sens qu'il se passe quelque chose, et j'entends le texte différemment, et il y a autre chose qui sort aujourd'hui. Et j'étais là, oui, bah oui, moi aussi. Donc, et voilà, et donc cette fameuse deuxième partie du texte dont je ne voulais pas entendre parler, parce que j'étais là, oui, mais ça c'est... Voilà, c'est pour les cieux, quoi. Moi, j'y suis pas. Et ben, en fait, elle nous demande d'y être, quoi. En tout cas, moi, elle m'a demandé d'y être. Et ben voilà. Et c'est pour ça que je me dis, bon, puisque tu me demandes, alors ok, j'ai compris, j'y vais. Et j'essaye modestement aujourd'hui de faire la place à ce qui circule et de se dire si j'arrête de me regarder moi-même et que je peux regarder les autres en fait et que je peux comme l'a fait Etty, accepter de lire dans les autres. Donc c'est vrai que ce cheminement aussi où d'un seul coup comme j'ai à un moment donné quitté la scène pour mettre en scène et accompagner les autres, et là quand il y a eu cette crise qui est arrivée,
Parce que du coup, cet enseignant spirituel, je l'ai rencontré avant cette crise, juste avant, il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je ne comprenais, pour moi, cette histoire n'avait aucun sens. Je pensais, par rapport à Bertrand Vergely qui disait on est comme un enfant où on est là, on ne comprend pas. Oui, j'étais vraiment cet enfant qui luttait, la vie n'avait aucun sens, et tout ça était stupide, je voyais vraiment pas pourquoi j'avais vécu cette histoire-là, si c'était pas pour transcender quelque chose. Enfin, voilà, j'étais énervée. Et puis, quand il y a eu cette crise qui est arrivée, enfin, la crise, voilà, du coronavirus, là, quand ça a commencé à frémir l'année dernière, je fais « Ah !» En même temps, je trouvais ça pas du tout drôle, hein, parce que je me suis dit « J'ai pas du tout envie de vivre un truc comme Etty l'a vécu ». Mais j'étais obligée de voir toutes les correspondances et de me dire « Tu n'as pas reçu ça pour rien. Et tu dois partager. » Et comment tu partages alors aujourd'hui? En étant là. Oui. Bah, je pense dans le quotidien. Alors après, c'est une... Je ne sais pas si c'est une lutte quotidienne, mais oui, c'est quand même c'est une question. C'est des questions qu'on doit se poser au jour le jour, en fait, et de se dire, mais comment je sers la lumière, pas comment je me sers, mais comment je sers plus grand que moi. Ben, y a cette idée de la joie, en fait, qui doit... Parce que Etty est sortie de sa dépression aussi à un moment donné, parce qu'elle accepte de faire confiance et de se dire, mais écoute, t'as pas toutes les cartes en main, tu sais pas. Mais par contre, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand, et c'est tellement immense, ça, ce cadeau-là qui t'a été fait. Donc à partir du moment où tu sais ça, bah quand même, t'es allégé considérablement, et tu te dis, bah voilà, trouve la lumière là où elle est. Et donc, bah c'est ça, c'est de me dire, bah comment je peux trouver la lumière là où elle est? Alors, je ne dis pas du tout que c'est facile tous les jours. Et puis, plein de fois, les gens de mon quotidien me disent « Ah oui, hein, t'as joué Etty, hein, et voilà comment tu te mets en colère, et voilà ce que tu fais dans la vie. » Donc, en fait, c'est comme elle fait miroir. Elle fait miroir, bah, c'est de se dire bah, je fais du mieux que je peux. Et là, bah, en ce moment, si, je sais pas, si dire un mot à quelqu'un... l'aider à y voir plus clair en lui-même, continuer à être créatif malgré tout, voilà. Là, du coup, je crée avec mon groupe un spectacle sur Zoom. Et ça nous est venu pendant le confinement et pendant que tout le monde était abattu et j'étais là, bon bah on va faire ça. Ils m'ont tous pris pour une folle en disant mais n'importe quoi Angélique, c'est pas possible de penser des trucs pareils. Bah pourquoi pas, essayons. Et puis bon bah voilà, et en fait de se rendre compte que le rire, que le fait d'être relié, ça peut passer autrement. Donc c'est de se dire bah même quand on pense que c'est impossible et qu'on a toutes les raisons de désespérer et de déprimer, bah il y a quand même une fenêtre ouverte. Donc c'est ça premièrement moi que j'essaye de me rappeler à moi-même à chaque fois. Et une fois que c'est rappelé à moi-même, c'est de me dire comment je peux essayer de le rappeler aux autres. Et voilà, je m'autorise aussi à écrire. J'ai écrit à propos de toute cette histoire que j'ai traversée moi-même, sachant que quand je l'ai écrite, je voulais pas non plus faire semblant de plaquer quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment où je l'écris, franchement, je n'y comprends rien. Et je suis juste à la fois émerveillée, je suis dans... Oui, je suis émerveillée de tant de beauté, et en même temps, je suis très en colère, ou complètement, j'y vois pas de sens. Donc, au moment où je l'écris, je suis là-dedans. Donc, tout ça est tout frais en même temps. Donc, voilà, comme c'est en train de se retirer petit à petit, je sais pas comment dire, il y a les autres, quoi, maintenant. Il y a des intuitions créatrices, on doit leur laisser la place, ça doit jaillir. Alors je sais que par exemple, Etty, elle, son rapport à la poésie, c'était très important, la poésie de Rilke. Alors je peux pas dire que j'ai été touchée de la même façon par
par Rilke, je l'ai pas lu du tout autant qu'elle, mais je sais que pour moi la poésie est quelque chose de très important et que quand j'en lis, je suis à un niveau c'est comme, je veux dire, de noblesse d'âme en fait. C'est comme si c'est un rappel qu'on a cette parcelle-là en soi. Oui, c'est ce mot-là que j'ai envie d'employer. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte à quel point la poésie, pour moi, elle était nécessaire. Qu'elle mettait dans cet endroit de ce qui est de plus précieux, de plus... Le week-end qu'on a vécu debout dans la tempête, il parlait de ce grand calme au-dessus de tous les événements. Et je crois que la poésie, pour moi, c'est vraiment cet endroit-là. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être ce qu'on peut ressentir quand on est en méditation ou quand on est en prière, que c'est ce grand calme, c'est quelque chose de... Ouais, au-delà. Et ça, genre, j'ai pas encore trouvé, donc là, j'ai proposé un cercle de poésie sur Zoom, parce que pour l'instant, c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Mais je sens que cet espace-là, pour moi, il est précieux, que j'ai envie d'y aller plus souvent et que j'ai envie de le partager avec les autres plus souvent aussi. Et puis faire continuer continuer à faire entendre la parole d'Etty, je sais pas comment, parce que du coup, voilà, je l'ai joué longtemps. À chaque fois, je me disais, j'arrête aussi parce que moi, je vieillis, et que mon metteur en scène, parce que du coup, je l'ai joué pendant 10 ans, et mon metteur en scène me disait, non, mais Angélique, maintenant, aussi, il faut que tu penses à passer la main, quoi. Et j'étais là, oui, mais j'ai beaucoup de mal à me dire, c'est quelqu'un d'autre qui va jouer ce texte-là. Oui, je sais pas, peut-être que c'est ça, peut-être... Donc aujourd'hui, tu m'invites ici, donc je peux parler d'elle encore. Il y a plein de choses à faire. Ah, la tâche est grande, oui. C'est ça, mais la tâche est grande pour tout le monde, en fait. De connecter à sa propre joie et de ne pas se laisser engouffrer par tout ce qui pourrait nous... Ouais, la tâche est grande, pour tous. Oui. Et ta tâche avec Etty, alors aujourd'hui, comment est-ce que tu la sens cette délivrance mutuelle que j'entends, finalement, tu la joues aujourd'hui, tu lui donnes la parole, elle te traverse, elle te transforme, tu la délivres, elle te délivre. Comment est-ce que tu sens la suite ? Si tant est qu'il y ait une fin ou une continuité. Parce que quand même, l'histoire d'Etty, ça finit pas très bien. Alors, intérieurement, elle vit une libération. Intérieurement, elle est vraiment dans un autre espace. Elle est en pleine confiance. Elle est dans les bras de Dieu et alors, après, c'est pas si simple que ça. C'est en ça que je l'aime, parce que c'est pas une sainte, et quand on lit son journal, on sent que chaque jour elle traverse, que chaque jour elle se pose plein de questions, et que c'est vraiment un travail, quoi, d'aller chercher la lumière. Donc oui, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, j'espère que c'est pas ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors c'est pas ça, puisque c'est pas la même histoire. Mais il y a une histoire d'un monde qui change, en tout cas, d'un monde qui s'écroule. Et ça, et après, d'un monde qui s'écroule, et peut-être une liberté qui est en train de nous échapper. Mais en même temps, je suis en train de réfléchir en même temps que je te le dis, parce que comme je te dis, j'ai l'impression de vivre en direct aussi les événements et de me rendre compte en même temps que ce que je te dis, que Etty est là pour quelque chose. Que quand j'ai joué ce spectacle
un moment où apparemment tout était tranquille, voilà, ça restait une voix, comme la biographie de Cécilia Duterre, qui m'a d'ailleurs aidé à faire toute l'adaptation du journal d'Etty. Bon, c'était une voix dans la nuit, mais que là, de plus en plus, cette voix dans la nuit va pas nous servir à rien, heureusement, malheureusement, je sais pas, mais elle est là pour nous dire quelque chose, quoi. Donc, ce journal, c'est maintenant plus que jamais qui mérite d'être ouvert, qui mérite d'être lu, qui mérite d'être partagé. Et que certainement le monde auquel Etty aspirait, c'est comme si, c'est un travail qui a commencé depuis un bout de temps déjà, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas ce monde qu'elle voulait de toutes ses forces, un monde justement où j'ai plus les phrases du spectacle, même si je l'ai joué plus d'une centaine de fois, mais qui est plutôt d'aller voir à l'intérieur de soi plutôt que de sans cesse accuser les autres. Ce monde de transformation intérieure, où quand elle dit le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Oui. Oui, je sais pas, oui, c'est certain, je sais, tu vois, je sens que... Et elle nous guide quelque part vers ce chemin intérieur, indépendant des événements extérieurs. Oui. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, dans la pire horreur qu'elle a traversée, elle dit elle-même qu'elle se sentait plus libre à l'intérieur des barbelés dans les camps que certains êtres à l'extérieur. Et ça, aujourd'hui, c'est un cadeau de pouvoir relire des écrits d'êtres qui ont osé traverser vivant, la mort vivant, dans cette période noire de notre histoire, qui nous aident. Si les événements extérieurs commencent à nous oppresser de plus en plus, à aller chercher cette voie de libération à l'intérieur. C'est véritablement un cadeau. Ouais. Cette voie de libération à l'intérieur et aussi de laisser le cœur ouvert. Et ça, c'est-à-dire qu'on se dit quand même, elle est juive, elle est déportée, et elle essaie, jour après jour, de ne pas haïr les Allemands. Il y a une scène qu'elle décrit dans le journal où elle raconte un Allemand qui l'interroge, donc c'est avant d'être déportée, et à ce moment-là, elle est vraiment juste, elle le regarde. Elle le regarde et elle se dit que la grande victoire sur elle-même qu'elle a réussi à accomplir, c'est qu'elle a réussi à ne pas le haïr. Elle dit à un moment donné, c'est très drôle, j'avais envie de commencer immédiatement un travail thérapeutique avec lui. Elle est vraiment... elle se dit, mais en fait, c'est un homme qui souffre. C'est un homme qui s'en rend pas compte. Il est tellement coupé de lui-même qu'il est utilisé par un système. Il fait ce qu'on lui demande, mais lui-même, il s'est complètement perdu. Et elle a une profonde compassion pour cet homme-là. Et alors, se dire, ah oui, alors si elle a réussi à faire ça dans les camps, enfin pas là dans les camps, elle n'était pas encore, mais en tout cas, et je crois que c'est vraiment ce qui la touche très fort chez Julius Peer, donc qui est son thérapeute dont elle va être amoureuse, qui va l'amener à se révéler à elle-même, c'est cette parole. C'est, il lui dit... il n'y aurait qu'un seul être respectable dans ce monde qu'il serait digne d'être défendu contre la terre entière. Je ne sais plus exactement comment il dit ça, mais voilà, un seul homme suffit pour sauver tous les autres. En fait, croire en l'homme. Et donc elle est très touchée
quand Julius Peer lui dit ce qui doit être ici doit venir là, et c'est tout le cheminement qu'elle va accomplir avec lui au fur et à mesure. C'est de se dire, ok, voilà, je pense plein de trucs avec ma tête, et puis je suis pas contente, et je voudrais ça, et lui je le déteste parce qu'il m'a fait cette chose-là. Et en fait, au fur et à mesure, à travers l'amour qu'elle a pour cet homme, et puisque cet homme qui a inspiré, alors, par Jung, par la Bible, par ce travail de dépossession, voilà, elle va être amenée à l'incarner de plus en plus. Un travail de dépossession et de compassion envers elle-même. Et à partir du moment où elle s'autorise cette compassion pour elle-même, elle arrive à l'avoir pour les autres. Et pour tous les autres. Et même au pire du pire, de se dire... Et d'ailleurs, pour ça, elle est détestée par moments. Enfin, moi, je sais que quand je jouais le spectacle, il y avait des gens qui étaient très énervés, qui me disaient « Ouais, enfin bon, super, si tout le monde avait été comme Etty... s'il n'y avait pas eu de résistance, s'il n'y avait pas eu des gens en colère, où on en serait où aujourd'hui? Et ben, je pense que c'était pas son rôle à elle, et je pense qu'il faut des gens en colère et des gens résistants et qui agissent. Et elle agit à un autre niveau. Elle agit à un niveau très intime, un niveau qui ne se voit pas, au niveau du quotidien. Parce que voilà, Etty, elle n'est pas dans les livres d'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, elle a donné une couverture à quelqu'un, elle a donné un gobelet de café, elle a regardé quelqu'un dans les yeux, elle l'a pris dans ses bras, elle l'a soulagé un peu de ses peines juste avant qu'il aille se faire déporter. Enfin, on peut aussi se dire c'est horrible, c'est glauque, c'est tragique. Et en même temps, elle est dans le cœur de l'humanité, elle est dans le cœur de quelque chose qui n'a pas besoin de se claironner en fait sur les toits, mais qui est vraiment une communion de cœur à cœur. Et je pense à une conférence que j'avais été voir du coup avec Marguerite Cardos, Jacqueline Kellen et Laïli Anvar, qui s'appelait De Dieu et des femmes. Et il y avait toute une conversation, quel est le rôle des femmes? Je sais pas. Mais ce qui m'avait vraiment touchée, alors je sais plus, ce qui m'avait touchée, je crois que c'est Laïli Anvar qui disait, mais peut-être que cette transmission qui est proprement féminine, elle se fait de cœur à cœur. Et que c'est pas forcément parce que je vais écrire un livre ou je vais dire... peut-être que voilà, le propre du féminin ou de l'énergie féminine, c'est cette transmission qui... Alors après, on pourrait dire, oui, mais du coup, on parle pas assez des femmes. Mais voilà, elle trouve un chemin autre. Et Etty, elle a trouvé son propre chemin pour faire parler d'elle, pour arriver jusqu'à nous. Alors ça a mis du temps, puisque son journal il a mis 40 ans avant d'être publié. Mais voilà, cette transmission de cœur à cœur, ces gestes simples, cette parole dépouillée, ça parvient. Elle voulait être écrivain, elle, justement. Elle voulait écrire des grandes choses. Elle voulait faire un essai sur Rilke. Elle voulait être auteure. Elle n'arrêtait pas de dire, voilà, je suis en train de me préparer, je me préparais. Mais en fait, elle n'avait pas conscience que c'était ce qu'elle était en train de faire. Son œuvre, c'était ça. Alors, elle a eu un doute quand même. À un moment donné, elle a failli déchirer ses carnets. Et puis, quelque chose l'a retenue. Cette petite voix intérieure qu'il faut écouter, qu'elle demande, qui est tout le travail de son journal à un moment donné, c'est comment j'écoute ma voix intérieure. Donc elle déchire pas ses journaux. Et puis, juste avant de partir dans les camps, elle a quand même cette petite voix qui lui dit « donne-les ». Donc elle va les donner à un ami qui va essayer de les faire publier et puis il va rien se passer. Et je crois que c'est le fils de cet ami qui, 40 ans après, réussit à faire publier le journal d'Etty. Magnifique. Magnifique. Et cette résistance intérieure, finalement, parce que tu parlais de ceux qui sont révoltés à la fin du spectacle en disant elle n'a pas résisté, heureusement qu'il y a eu des résistants. Et quelle est la résistance la plus difficile et peut-être la plus utile dans la transmission aussi que la résistance intérieure. C'est extraordinaire quand elle parle de tout ce qu'on n'a pas pu transformer en soi
qui est une illusion quand on veut le transformer chez l'autre, parce que ça commence à l'intérieur. Enfin, 10 000 sagesses l'ont déjà dit, les grands sages et prophètes l'ont dit bien avant elle, mais elle en témoigne par son écrit quotidien, c'est ce qui est extraordinaire. Et c'est un cadeau aujourd'hui d'avoir cet écrit dans nos mains et d'avoir quelqu'un qui le joue, qui le transmet. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, peut-être toi, avec ton vécu, à travers le spectacle, mais bien au-delà, puisque tu es imprégné, on le sent, tu vibres ce journal et ce qu'elle a transcendé. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme expérience ou comme partage pour ceux qui aujourd'hui sont peut-être encore à la première partie du journal ou en résistance extérieure avec tout ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais donner comme éclairage, comme partage d'expérience qui pourrait inspirer? Je disais que par rapport à l'histoire que j'avais vécue dernièrement avec cet enseignant spirituel, en écrivant mon texte, je me suis... qui était un texte qui vraiment cherchait à comprendre et qui était quelque chose de vindicatif. À un moment donné, quand j'ai lâché les armes, c'est-à-dire que j'ai vraiment accepté de me dire « Ah, mais je suis désespérée, quoi. Je suis désespérée, je comprends pas. » Et donc, c'est lever les yeux vers le ciel, en fait. Et j'étais révoltée quand j'entendais « Dieu n'accepte qu'un cœur brisé et humilié ». Je supportais pas cette phrase-là. Et d'un seul coup, en fait, de baisser les armes et de dire « Mais en fait, je sais pas ». Mais c'est de voir que j'avais reçu tellement, que j'avais eu déjà tellement de cadeaux, et d'ouvrir les yeux là-dessus. Et alors, oui, j'avais eu des cadeaux magiques, magnifiques à travers cette histoire, mais à travers plein d'autres moments extraordinaires que j'avais traversés dans ma vie. Oui, ce voyage en Inde, mais d'autres moments aussi où, voilà, cet instant où on vibre, en fait, où on vibre l'amour, ou cet instant où j'étais dans cette salle de théâtre et me dire ah, c'est pour ça que je veux faire du théâtre. C'est cette reconnaissance, c'est cette gratitude. Et que tout ce chemin que fait Etty, qu'elle m'amène à faire, se dire, mais Angélique, mais sois tellement reconnaissante. T'as tellement à dire merci. Alors peut-être que c'est ça, aujourd'hui, que je pourrais dire, c'est... Mais est-ce qu'on peut être déjà conscient de tous les cadeaux qu'on reçoit? Quand on dit le cadeau de la vie, alors pour moi ça reste encore intellectuel, mais je sens bien que c'est quelque chose de cet ordre-là, à comprendre intimement, enfin dans ses tripes, quoi, de se dire « je suis vivante ». Mais déjà il y a un mystère là-dedans, Oui, c'est vraiment pour moi comme accepter de s'incliner. Et quand elle dit, je me suis retrouvée à être à genoux dans ma salle de bain, et avant, pour moi, ce geste n'avait aucun sens, et là, c'était comme quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui est en train de prendre corps à l'intérieur de moi en ce moment, de me dire, mais en fait, j'ai juste à faire un pas en arrière, quoi. J'ai juste à faire un pas en arrière, à regarder et à voir tout ce qui m'est offert. Merci, parce que tu m'aides à prendre conscience de tout ça, en fait. Mais merci. Merci à toi de le partager. Merci de ton cœur ouvert
et de ton offrande à te laisser traverser au-delà de jouer ou de mettre en scène des écrits extraordinaires, de te laisser vraiment traverser, transpercer pour que l'essence de ce message rayonne à travers toi. Et merci d'être contagieuse, contagieuse de ce désir et de cette soif d'ouverture, d'absolu, d'infini qui émane de toi, qui rayonne et qui donne déjà envie de lire le journal d'Etty ou de venir voir ton spectacle si tu acceptes encore de le jouer au bout de 10 ans. Ça, si vous jugez que je ne suis pas trop vieille encore, il n'y a pas de date, mais voilà. Je fais une date de péremption, ça va. Il n'y a pas de date de péremption. Le cœur est éternel. C'est ça, elle est éternelle. Oui. Tu peux la jouer toute ta vie et elle est aussi ce jeu de la vie. Et merci d'être venu le partager et de t'offrir vraiment, de t'offrir à l'instant et à ce voyage aussi, à cette rencontre entre nous. Là, on vient de partager, juste offerte et ouverte. Merci de l'incarner. Merci. Merci à toi et merci de vrai pour que cette parole se diffuse. Et on ne se connaissait pas encore il y a 1 an et demi. Je suis venue, je vous ai trouvé par hasard, si on croit au hasard. Voilà. Et quand je suis arrivée, j'étais là, ça va être ma maison. Et voilà, donc merci de créer une maison pour que ces paroles-là soient, une maison qui soit tout mur ouvert. Le ciel ouvert surtout. Plus que les murs sont là et le ciel est ouvert. Donc merci à toi et à vous. Merci à toi. Merci à Etty Ilsoum, merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre. Et j'espère que ça va planter plein de graines dans les cœurs pour ouvrir un peu plus chacun à cet essentiel et à se dilater de l'intérieur quand l'extérieur se resserre. Merci. Je ne crois pas du tout avoir les mains d'acier. J'ai plutôt les nerfs à fleur de peau. Mais c'est un fait. Je tiens le coup. J'ose regarder chaque souffrance humaine au fond des yeux. Et à la fin de la journée, j'éprouve toujours le même sentiment. L'amour de mes semblables. Bien des gens sont encore pour moi de véritables hiéroglyphes, mais tout doucement j'apprends à les déchiffrer. Je ne connais rien de plus beau que de lire la vie mot à mot en déchiffrant les êtres. Comment ferais-je pour que d'autres lisent avec moi à livre ouvert dans tous ces genres? Comment ferais-je pour la faire sentir comme la vie est belle et comme elle mérite d'être vécue?